On salue avec grand plaisir Bérangère Couillard qui vient donc d'arriver, qui est une femme qui n'arrête pas, qui est engagée sur ces sujets de l'écologie, donc secrétaire d'État chargée de l'écologie, avec nous aujourd'hui. Bon, là c'est bien, ça s'est bien passé. Je peux vous assurer que ouais, il vous l'a dit, c'est très bien. On a eu des retours d'expérience, on a eu donc la repolitisation de la gestion de l'eau, parce que bon, vous imaginez bien que je parle de nos concitoyens. Les citoyens ne connaissent pas grand-chose au domaine de l'eau aujourd'hui. Donc, je ne parle pas de ce public averti, mais sinon, en général, donc c'est ça. Donc, on essaye de rendre de nouveau l'eau visible, puisque avec le robinet, bah, évidemment, c'est formidable, mais elle est devenue donc invisible. Et puis, on a eu aussi ce matin donc, le changement climatique qui rebat les cartes, puisqu'aujourd'hui, évidemment, c'est la star qui n'est plus du tout anecdotique. Ça ne l'était pas avant, mais c'est vrai que le problème du quantitatif n'existait pas. Alors, cher Hervé, pendant que la ministre, pardon, je suis en train d'écouter ce que lui dit à l'oreille, Madame la ministre, ça y est, formidable. Cher Hervé Paul, un petit mot, et puis après, notre secrétaire d'État. Eh ben voilà, donc je vous en prie, Hervé Paul, petit mot de la fin. Grand merci, hein, ouais, parce que il y a encore eu pas mal de choses qui se sont dites. Hervé, je vous en prie. Moi, je me mets juste dans un tout petit coin et allez-y. Vous le souhaitez. Madame la ministre, chère Bérangère, pour conclure cette journée d'échange qui a été très riche, et en espérant que ces échanges puissent nourrir et alimenter les réflexions et les discussions qui ont lieu de plus en plus au niveau tant local que national, c'est bien le rôle de la FNCCR que d'alimenter le débat sur cet enjeu crucial de l'eau et de l'avenir de sa gestion. En 2022, nous avons évité le pire, à savoir une rupture d'alimentation en eau à grande échelle. Le mot de sobriété prend désormais une place privilégiée dans le débat public, et c'est nécessaire. Et d'ailleurs, le président de la République l'a largement utilisé lors de la présentation du plan eau. Une sobriété anticipée et organisée sera bien plus acceptable qu'une sobriété subie qui pourrait exacerber les conflits d'usage de l'eau. Pour anticiper les enjeux de sécheresse, il faut tout d'abord, cela a été largement abordé ce matin, améliorer la connaissance scientifique du fonctionnement des ressources, que ce soit les rivières ou les nappes, et l'impact de nos usages sur ces ressources. Cela concerne tant les aspects quantitatifs que qualitatifs, ainsi que les interactions entre les nappes et les eaux de surface. L'acquisition et le partage des connaissances adaptées à chaque besoin, à chaque niveau d'expertise est indispensable. Ensuite, gérer le risque sécheresse nécessite d'entraîner l'ensemble de la société. La solution ne peut pas se faire en silo, et c'est bien aux questions suivantes qu'il nous faut répondre. Quelle société voulons-nous ? Quels usages prioriser ? Si l'implication des élus de l'eau est primordiale, et il faut la saluer, car ils sont vraiment mobilisés, elle est largement insuffisante. Il faut emporter avec nous tous les autres acteurs, notamment nos collègues élus spécialisés sur les autres thématiques, l'urbanisme et l'aménagement, bien évidemment, mais également l'agriculture et même le développement économique et le tourisme. Enfin, il faut aussi associer les habitants et les citoyens qui vivent dans leur réalité quotidienne ces enjeux de l'eau, directement ou à travers des interactions avec d'autres composantes de leur vie. C'est une expertise qu'ils détiennent qui n'est ni juridique ni technique, mais c'est une expertise de vie qui doit être utilisée pour permettre la co-construction de solutions et favoriser l'engagement de l'ensemble de la société. Pour ce faire, nous pouvons créer un futur désirable en mixant les solutions fondées sur la nature, la sensibilisation des usages et l'usage des technologies lorsqu'elles apportent de réelles plus-values. Des solutions ont été présentées aujourd'hui et nous espérons qu'elles infusent dans le territoire et inspirent d'autres initiatives. Alors, pour mettre en œuvre concrètement les solutions d'adaptation que nous avons évoquées aujourd'hui, la FNCCR souhaite exprimer quelques attentes et quelques propositions, Madame la Ministre, que je vous transmets. D'abord, suite au retour d'expérience 2022,
les collectivités attendent plus de réactivité des services de l'État dans la mise en œuvre des arrêtés cadres sécheresse, ainsi qu'une meilleure pédagogie et transparence des décisions. Il semble que le nouveau guide sécheresse y réponde en imposant une prise de décision sous 5 jours ouvrés à compter du franchissement d'un niveau de gravité, en soulignant la nécessité d'une communication lisible pour les usagers et par la représentativité dans les comités ressources de toutes les parties prenantes du monde de l'eau. En second point, la mise en place de tarification par tranche progressive suscite aujourd'hui un certain enthousiasme. Pour autant, la tarification progressive n'est pas systématiquement environnementale et sociale, faute de pouvoir connaître les usagers de façon exhaustive, le nombre de personnes dans le foyer, la composition du ménage et puis les autres usages. Est-ce un usage domestique ou autre, derrière chaque compteur? La Fédération souhaite donc instamment que des choix de structure tarifaire demeurent bien une responsabilité des collectivités locales, des services publics d'eau. Et dans ce cadre, la Fédération souhaiterait que la mission qui est prévue de confier au CESE dans le cadre du plan eau couvre bien l'ensemble des outils tarifaires et leur acceptabilité sociale au regard des enjeux environnementaux, mais aussi au regard des enjeux d'équité, notamment vis-à-vis des résidents secondaires et de tourisme, des utilisateurs de ressources alternatives. Enfin, la question de la déclaration effective des forages nouveaux et en particulier existants reste non résolue. Ça fait l'objet d'un long échange ce matin. C'est vrai que de nombreux forages réalisés avant mais aussi après 2008 sont restés non déclarés et cela impacte particulièrement les territoires déjà en tension. Ils doivent être soumis à une régularisation et un comptage des prélèvements systématiques car il est nécessaire de s'assurer que les mesures de restriction éventuellement prises en cas de sécheresse leur soient applicables. Voilà, Madame la Ministre, en quelques mots, résumé une journée d'échange et de débat. Et je sais que vous avez à cœur de porter votre vision et de ce sujet que vous connaissez et que vous maîtrisez très bien. Merci de votre présence parmi nous. Merci Hervé. Paul. À mon tour, Monsieur le vice-président, cher Hervé, Madame la vice-présidente, Monsieur le sénateur, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs les présidents de comité de bassin, Mesdames aussi, Mesdames et Messieurs les présidents de comité de bassin, Mesdames et Messieurs, moi je suis très heureuse évidemment d'être parmi vous. Merci pour l'invitation. Je suis ravie de participer dans le cadre de ce forum dont le thème permet à la fois d'évoquer les enjeux à court, mais également à long terme pour la politique de l'eau. La sécheresse est déjà installée depuis plusieurs mois dans plusieurs départements et des restrictions sont déjà en place dans 24 départements, donc 4 en niveau crise. Les chiffres sont de ce matin. Il faut donc apporter évidemment des réponses qui soient rapides, mais également concrètes au territoire, et notamment, vous le savez, pour sécuriser l'eau potable, qui est évidemment la priorité du gouvernement. Nous avons publié il y a 2 semaines une version actualisée du guide sécheresse, vous l'avez rappelé Hervé, sur la base des retours d'expérience de l'été passé. Dans le même temps, il ne faut pas perdre de vue les changements structurels qu'il y a à conduire. Le changement climatique entraîne des périodes de tension sur la ressource qui vont devenir plus intenses, plus fréquents et vont concerner des territoires jusque-là épargnés. L'été dernier, nous avons déjà été confrontés à une situation inédite et malheureusement, je ne crois pas vous surprendre en vous disant qu'il faut s'y préparer à nouveau. La sécheresse de 2022 a fait prendre conscience au plus grand nombre que l'eau pourrait être notre talon d'Achille. Le plan eau présenté par le président de la République le 30 mars dernier a impulsé une nouvelle dynamique pour la politique de l'eau. Ce plan est le fruit d'une concertation nourrie et large, et les comités de bassin, le Comité national de l'eau et les associations de collectivités locales, tous ont été consultés longuement pour pouvoir aboutir à ce plan collectif que je suis très fière de porter pour le gouvernement. 3 axes de travail devront nous guider. Le premier, c'est d'organiser la sobriété. Le second, c'est d'optimiser la disponibilité et également préserver la qualité. Ils sont accompagnés dans le plan eau d'objectifs forts. Le premier, donc je le disais, économiser 10% de nos prélèvements d'ici 2030 en mobilisant tous les acteurs. Cette trajectoire qui porte bien sur l'ensemble des prélèvements, nous allons la décliner concrètement
avec une double logique, la logique sectorielle d'une part, mais aussi la logique territoriale d'autre part. Au niveau territorial, les plans d'adaptation au changement climatique des grands bassins versants intégreront des objectifs chiffrés de réduction des prélèvements et préciseront la répartition des volumes par usage. Cette logique, elle sera à décliner dans les SAGE et également les PTGE. Les collectivités locales auront donc un rôle essentiel à jouer pour concrétiser cette trajectoire de réduction et je sais pouvoir compter sur votre entière mobilisation et l'organisation même de ce forum montre bien la volonté de voir cela se concrétiser. Je tiens vraiment à renouveler mon soutien au Club des économies d'eau animé par la FNCCR, que je remercie évidemment pour le travail réalisé. J'ai d'ailleurs participé à la remise des prix de la 2e édition des trophées au Congrès des maires, ça c'était en novembre dernier. Et je pense que cette mobilisation sera l'occasion de montrer que l'on peut même aller plus loin et atteindre la cible des moins 10% à une échéance encore plus ambitieuse, bien avant 2030 pour bon nombre de collectivités. Je tiens à souligner qu'en lien avec cet objectif de sobriété, des évolutions réglementaires seront travaillées. Vous avez soulevé notamment, Hervé Paul, la question de l'encadrement des petits forages. Le deuxième axe du plan eau vise à optimiser la disponibilité de la ressource. Il s'agit notamment de résorber 170 points noirs de fuite et sécuriser l'alimentation en eau potable des 2000 communes fragiles face au risque de rupture. Un soutien renforcé aux collectivités en difficulté sera mis en place avec 180 millions d'euros d'aide supplémentaire des agences de l'eau conditionnée à une démarche de progrès. Et l'enjeu est bien également d'entraîner toutes les communes qui ont des performances moyennes. Il faudrait en effet doubler le rythme actuel de renouvellement des infrastructures compte tenu de leur durée de vie. En parallèle, croyons sincèrement dans un développement massif de la réutilisation des eaux usées traitées, notamment auprès des communes littorales. Nous pouvons atteindre 10% avec les évolutions réglementaires auxquelles nous allons procéder. Nous nous donnons l'objectif d'aboutir à 1000 stations d'épuration alors que nous n'en avons aujourd'hui que 80. Donc la marche est grande et je peux dire que ce sera évidemment un pas de géant dans ce domaine, mais nous y croyons et nous allons y arriver. Et on va concentrer nos efforts sur le littoral, là où l'eau douce est traitée et rejetée en mer. Donc évidemment, c'est beaucoup plus accepté par un grand nombre que de le faire plutôt dans les terres. J'ai signé il y a quelques semaines une convention entre l'État, l'ANEL et le CEREMA pour accélérer le développement des projets sur le littoral. 2 millions d'euros seront dédiés chaque année à des collectivités littorales pour leur mettre justement le pied à l'étrier en finançant des pré-études de faisabilité. On sait que ça peut, en tous les cas, freiner les collectivités les plus petites à engager des études. Donc nous allons les aider. Et enfin, le 3e volet du plan eau vise à améliorer la qualité de nos eaux, en priorité dans les zones de captage. Nous allons accompagner les évolutions de pratiques agricoles pour utiliser moins de pesticides, moins d'engrais chimiques sur ces zones particulièrement sensibles et nous allons profiter du renouvellement des générations pour favoriser l'installation en bio et en agroécologie en apportant 100 millions d'euros supplémentaires pour soutenir financièrement les agriculteurs qui utiliseront moins d'intrants. Pour concrétiser ces 3 volets du plan eau, nous avons mis en face des moyens à hauteur de nos ambitions avec un effort financier inédit. Les moyens des agences de l'eau augmenteront de 475 millions d'euros par an, soit 20% de plus, pour assurer évidemment la mise en place du plan, ce qui représente pas moins de 3 milliards d'euros supplémentaires d'ici 2030. Nous sommes en train de finaliser la réforme des redevances des agences de l'eau. Je sais que ce dossier est important et aussi sensible, évidemment, pour vous. Dans ce cadre, je tiens à saluer encore une fois votre engagement, vous qui présidez le comité dédié au service public d'eau potable et d'assainissement au sein du Comité national de l'eau et qui a été très investi notamment dans les travaux de cette réforme largement concertée avec les acteurs. Enfin, je tiens également à évoquer la question de la gouvernance qui est fondamentale. Vous titrez tout à l'heure comment repolitiser le sujet de l'eau. Et la politique de l'eau, évidemment, elle est déjà bien outillée et le modèle de gestion à l'échelle des bassins versants fait figure d'exemple sur la scène internationale. Je peux vous le dire parce qu'il y a quelques mois, j'étais à l'ONU et la gestion française est vraiment regardée avec beaucoup d'intérêt à travers le monde. Mais il nous faut aller plus loin pour garantir de l'eau pour tous, de qualité et avec des écosystèmes préservés.
Des simplifications réglementaires seront apportées et les préfets seront mobilisés pour accélérer et généraliser la mise en place des clés. J'en parlais tout à l'heure. Les sages et les clés sont vraiment la clé, si je puis me permettre de le dire, pour que nous arrivions à concrétiser les choses sur les territoires. La moitié seulement des territoires en sont dotés. Notre objectif, un territoire, un projet politique pour l'eau d'ici 2027. En matière d'eau potable et d'assainissement, le président de la République a rappelé l'importance de la mutualisation des moyens pour développer la capacité d'ingénierie, la capacité d'investissement et d'innovation. Je ne peux que pousser dans ce sens. J'étais hier d'ailleurs dans la Creuse, un territoire où les compétences eau sont longtemps restées fragmentées. J'ai pu constater un réel changement de paradigme, une dynamique forcée et portée par les élus locaux pour faire face aux défis que rencontre le territoire, des impacts sévères du changement climatique sur un territoire qui fut autrefois appelé le château d'eau de la France, qui a des retards très significatifs dans l'entretien du patrimoine et un défaut de sécurisation de l'adduction. Il faut vraiment agir et donc la mutualisation au niveau départemental porte ses fruits et on voit bien la dynamique qui est engagée. C'est vrai que la mutualisation des compétences est un levier pour concrétiser des projets à la bonne échelle et cette visite et ces échanges m'ont confronté dans l'importance d'accélérer dans ce sens et en particulier dans les territoires ruraux. Les préfets accompagneront les collectivités dans ces évolutions. Aujourd'hui, la loi nous invite en 2026 à mutualiser. Le président de la République a ouvert la voie à d'autres formes de mutualisation, mais la mutualisation est indispensable, je le répète ici. C'est la seule façon pour nous et pour vous d'engager des travaux d'envergure et extrêmement concrets sur les territoires. Et après les annonces du plan eau, voilà venue la phase de la mise en œuvre. Et je sais combien nous sommes attendus. Je me suis d'ailleurs engagée à rendre compte régulièrement des avancées. Vous formez un réseau d'expertise des collectivités dont nous aurons besoin pour déployer ce plan. Je profite donc d'être ici pour vous dire que je souhaite pouvoir continuer à m'appuyer sur les territoires, sur vous, pour porter une politique de sobriété en eau ambitieuse jusqu'au dernier kilomètre. La politique de l'eau est une politique décentralisée. L'implication des collectivités, évidemment, et leur appropriation du plan eau seront primordiales pour réussir ce défi collectif. Et notre volonté, je le disais, c'est de repolitiser la question de l'eau. C'était le thème de votre deuxième table ronde et je vois au moins 3 sujets prioritaires. D'abord, le partage de l'eau, en catégorie d'usagers bien sûr, mais aussi l'amont et l'aval, le partage de l'effort pour contribuer à la trajectoire de sobriété. Nous avons travaillé sur des hypothèses dans le cadre du plan eau, mais c'est bien à l'échelle des territoires que vont se faire les arbitrages. Ensuite, l'intégration de l'eau dans la conception des projets de territoire. Je crois sincèrement qu'on ne peut plus penser l'aménagement, le développement économique en faisant fi de la ressource et sans se soucier des répercussions sur les besoins en eau. Enfin, les leviers à mobiliser pour concrétiser une trajectoire de sobriété. L'enjeu, il est de conduire une transition qui soit juste, qui suscite aussi l'adhésion. Et lors des annonces du plan eau, le président a notamment encouragé le recours à la tarification progressive pour concilier impératifs sociaux et également écologiques. Il ne s'agit pas pour l'État, encore une fois, de se substituer aux collectivités compétentes, mais la question de l'accès à l'eau et sa juste tarification est un sujet que l'on souhaite approfondir avec les élus. Le CESE sera saisi prochainement d'ailleurs sur ce sujet, avec une approche élargie à l'ensemble des usagers de l'eau potable. Moi, j'ai vraiment espoir que ce plan eau soit capable de tous nous fédérer autour d'un projet commun, parce que l'eau, vous le savez, est source de vie, parce qu'elle est devenue une préoccupation majeure pour nos concitoyens, et parce que je crois sincèrement que ce projet peut nous rassembler. La FNCCR est un partenaire précieux pour le ministère. J'aurai besoin de vous tout au long de la mise en œuvre de ce plan, comme j'ai pu compter sur les collectivités durant son élaboration. Donc continuons à travailler ensemble. Les solutions se trouvent sur les territoires avec vous. Merci à tous. Eh bien, grand merci à vous, Bérengère Couillard, et puis merci à vous, donc, Hervé Paul.
Bah oui, c'est-à-dire effectivement, on l'avait déjà dit, mais enfin la star d'aujourd'hui et de demain, ça va être l'eau. On l'a dit, c'est-à-dire qu'avant, les désirs de l'homme étaient supérieurs à la réalité, on va dire, du monde. Maintenant, on se rend bien compte qu'avec ce H2O, ça va être ça qui va diriger quand même très fortement demain nos politiques. On n'en est pas encore persuadé, mais peu importe. Donc, une fois de plus, on est face à un boulevard de possibles. Alors ça va être un monde complètement différent. On change effectivement de monde, mais voilà, vous représentez aussi tout ce que demain va être de positif dans cette affaire. Donc on va continuer cette affaire-là. Grand merci à vous. Non, bah ça y est, de toute façon, ça a été parole de l'État, donc je vous en prie. Je pensais pas reprendre la parole, mais enfin bon, c'est pas grave. Et puis en tout cas, merci de vous être déplacés et à très très bientôt. Merci à vous tous.